Aujourd'hui, nous allons tester la qualité d'image de la caméra Insta360 One RS. Bonjour et bienvenue sur Pixel Light. Alors, ce n'est pas une revue totale de la caméra, c'est juste un test de la qualité d'image. Ce test m'a été suggéré par Tony, un des abonnés de la chaîne, qui m'a aussi prêté la caméra. Il a acheté cette caméra et il n'est pas tout à fait satisfait de la qualité d'image pour l'instant. Je suis pas du tout un spécialiste des caméras 360. Alors si vous avez des bonnes connaissances de ce type de caméra, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Ça pourra aider Tony à trouver les meilleures conditions et les meilleurs accessoires aussi, puisque pour cette caméra, il n'a pas trouvé de filtre ND. Donc je suis en tout automatique là, excepté la balance des blancs que j'ai réglée à 5500 Kelvin. Pour les autres paramètres, je les ai laissés en automatique, car je n'ai pas de filtre ND, donc je n'ai pas de possibilité de maîtriser mes paramètres d'exposition comme je le souhaite. Cette caméra, si vous ne la connaissez pas, c'est une caméra modulaire, sur lequel on peut fixer un objectif 4K qui en fait une caméra de façon GoPro, une caméra d'action façon GoPro, ou alors un objectif 360, c'est celui qui est monté actuellement sur la caméra. Au niveau de la qualité d'image, on va tester en log, on va tester avec le profil d'image normal, et puis on va tester la stabilisation aussi. Top alerte spoiler, je vais vous donner tout de suite les résultats du test. Avec le module objectif 360, les résultats sont bien moins bons qu'avec le module 4K Boost. On pouvait s'en douter, certains peuvent être déçus, mais la technologie 360 fait que on va avoir une qualité moindre par rapport à une bonne action cam, par rapport à un bon smartphone. Je dirais que la qualité d'image est passable, on peut tout à fait utiliser ces images. Alors c'est vrai que le marketing des marques nous vendent une image de super qualité, avec des effets géniaux, mais là je dirais que la qualité d'image est passable, c'est tout à fait utilisable si on respecte certaines conditions. Allez, on passe au test. Premier test avec le profil d'image en log, tout simplement. Ici, je me contente de marcher et on va voir au niveau de la stabilisation ce que ça donne pour stabiliser le mouvement de marche au bout d'une petite perche, comme on utilise traditionnellement ce type de caméra. Les pigeons s'envolent, donc j'essaie toujours de tenir la caméra au niveau de mon visage à peu près pour avoir un look à peu près standard et pas une image complètement déformée avec une grosse tête et un petit corps, des petites jambes. Si faisons le test de la marche avec la perche, avec le profil de couleur standard, et on va voir comment cette marche est stabilisée. Voilà, je marche comme on pourrait marcher, parce que quand on fait une randonnée, on va pas tout le temps faire attention à sa caméra. On va obtenir des images convenablement stabilisées et convenablement exposées aussi. Nous sommes maintenant avec l'objectif 4K en mode log. Alors je n'ai pas la même latitude de mouvement qu'avec le module 360 puisque je ne peux pas recadrer de manière intéressante après, mais j'ai la possibilité d'avoir la caméra tournée vers moi avec l'écran tourné vers moi pour arriver à me cadrer si je le souhaite. La stabilisation devrait être excellente d'après ce que j'ai vu. On va voir ça, on va aller faire un petit tour. On démarre en marche normale. Ici, au bout de la perche à selfie, on va voir ce que ça donne. Ici, petite promenade au bord de l'eau, qui peut être assez sympa, avec un léger soleil de 3/4. On va voir la dynamique de l'image en mode log. Alors, il y a un peu un sol irrégulier, là. C'est un peu du sable. Je vous montre. Voilà. Donc, dans ce sol irrégulier, je ne peux pas forcément marcher de manière tout à fait régulière. Et ça risque de secouer un peu, mais c'est un bon test, parce que quand on est en randonnée, on peut avoir ce type de situation. Que faire si on veut aller voir un canard? On va aller voir un canard. Allez, on va aller voir un canard. Alors là, je sais pas ce que je cadre, mais on va cadrer le canard. Voilà pour ce canard. Regardons maintenant ce que ça donne avec des couleurs en mode standard. Les couleurs en mode standard, c'est vrai que de suite, même sur le petit écran, là, je vois que c'est plus joli. J'espère qu'on m'entend, parce que si depuis tout à l'heure je parle et qu'on n'entend rien, je vais être obligé de refaire tout le commentaire. Le soleil est pile en haut de la caméra, donc ça va être très intéressant de voir
le résultat avec ce petit contre-jour ici que nous avons. Alors c'est quand même une caméra d'action, donc j'ai fixé la caméra ici avec l'objectif 4K sur la voiture avec une ventouse. On va pouvoir voir ce que ça donne lorsque les images défilent assez vite. Parfois on a des problèmes de compression qui créent des pixels, donc on va voir ça de suite. On démarre la voiture. Et on passe en mode log. On va voir ce que ça fait maintenant avec la caméra 360 qui me permettra aussi de me filmer alors que je suis en train de conduire la voiture. Vous allez voir, elle n'est pas très propre. Nous nous retrouvons dans DaVinci Resolve pour analyser la qualité de ces images. Et on va d'abord commencer par les points positifs. Le premier point positif, c'est la dynamique, la gestion des lumières, de l'exposition et des contre-jours. Quel que soit le module caméra utilisé, que ce soit avec le module 360 ou avec le module 4K Boost, on n'a pas de souci avec ça. On va bien gérer ces situations, même si le soleil est dans le champ de la caméra, que l'on soit en mode d'image standard ou en mode log, aucun souci. On a une bonne gestion du contraste, c'est des images qui ne sont pas sous-exposées sur la partie qui est à contre-jour. On peut améliorer légèrement ça en utilisant le mode log, mais ce n'est pas forcément indispensable dans tous les cas. Deuxième point positif, la stabilisation. Lorsqu'on marche, on peut avoir tout de même des petits décalages de haut en bas de l'image, mais globalement, le résultat est tout à fait satisfaisant, quel que soit l'angle de caméra utilisé. Avec le module 4K Boost, à noter que j'ai utilisé le mode de stabilisation Low, je n'ai pas testé le mode High, et c'est relativement satisfaisant. On a des mouvements, bien sûr, mais qui sont relativement naturels. Pas de problème particulier à signaler sur la stabilisation. Ensuite encore, un point positif, pas de problème particulier de qualité sur les images en mouvement. Parfois sur certaines caméras, on peut avoir des problèmes de pixelisation sur les images en mouvement rapide. Là, je n'ai pas constaté sur les images que j'ai tournées de problème particulier là-dessus, que ce soit avec le module 4K Boost ou avec le module 360. Passons au point négatif. Alors sur le modèle 4K Boost, rien à signaler. On a même, avec les couleurs standards, une très bonne gestion des couleurs à mon avis. Les teintes de peau sont tout à fait correctes. Les couleurs sont réalistes, pas trop saturées. Ici sur cette image, on est en couleur standard avec aucune correction appliquée dans le logiciel d'étalonnage. Si je compare avec une image étalonnée sur le log, on est tout à fait conforme. Alors si on passe en log, on peut améliorer peut-être légèrement la dynamique. Sur certaines images, comme ici, je vois que je peux avoir quelques zones de surexposition qui, dans le mode de couleur standard, seront difficiles à corriger, alors que dans le mode log, je vais avoir tout de même des zones de surexposition, mais je vais pouvoir les adoucir plus facilement. Sur le module 360, j'aime beaucoup moins la gestion des couleurs. On peut avoir besoin de travailler un peu plus à l'étalonnage pour avoir les couleurs qui nous plaisent. On peut obtenir tout de même des images assez sympas, comme celle-là que j'aime bien, mais dans l'ensemble, c'est plus compliqué qu'avec le module 4K Boost. Sur ce module 360, lorsqu'on passe en couleur standard, on va obtenir des images qui peuvent être trop contrastées dans certaines zones. C'est possible de corriger ça assez simplement.
pour obtenir une image plus équilibrée. Mais dans l'ensemble, les couleurs et les contrastes sont moins agréables avec ce module 360. Les teintes de peau sont moins détaillées, mais attention, ça reste tout à fait utilisable. Et ces difficultés dans la gestion des couleurs sont aussi liées au niveau de détail que l'on va avoir dans notre image qui vient de cette caméra 360. Ici, vous avez peut-être remarqué beaucoup de bruit dans le ciel. Je n'ai pas appliqué la réduction du bruit dans le logiciel de traitement, donc il n'y a aucune réduction du bruit. Mais si je zoome un peu dans mon image, je vais voir qu'il y a énormément de traitement et de netteté qui est appliqué à l'image par le logiciel dans lequel nous allons aller maintenant, qui est Insta360 Studio. On voit ici qu'il y a beaucoup de netteté qui a été rajoutée un peu partout. On va donc éviter de trop zoomer dans les images. Ça crée aussi quelques artefacts vers les lignes de crête comme ici. Évidemment là je zoome énormément, hein. On va éviter de trop zoomer dans ces images, que ce soit dans le logiciel Insta360 Studio ou dans le logiciel de montage que l'on va utiliser. Si on respecte ces conditions d'utilisation, on peut avoir des images tout à fait acceptables et on va pouvoir bénéficier de l'avantage que donne cette caméra 360 qui filme à 360. On va pouvoir recadrer comme on veut, on va pouvoir faire des mouvements de caméra comme ici par exemple. On peut faire des choses beaucoup plus complexes bien sûr. Là j'ai fait un léger zoom arrière. Et on va tout de suite aller faire un petit tour justement dans ce logiciel 360 Studio. Nous voici dans le logiciel Insta360 Studio et je ne vais pas vous faire un tutoriel sur ce logiciel, mais on va regarder plus précisément pourquoi la qualité est inférieure lorsqu'on filme en 360 par rapport à la réalisation de plans avec le module 4K. Et bien déjà, la première raison, c'est que on va filmer en 5,7K avec le module 360, mais 5,7K répartis sur 360 degrés. Puisqu'ici, si je tourne, j'ai mon mini-image sur 360 degrés. On a deux caméras, une à l'avant et une à l'arrière, et chacune des caméras va filmer sur 180 degrés à environ 2,4K. Donc effectivement, sur chacune des caméras, on a moins de résolution que en 4K. Et surtout après, lorsqu'on va effectuer nos opérations de recadrage, on ne va pas prendre les 180 degrés en général. On va avoir un recadrage un peu plus serré sur le sujet qui nous intéresse. Donc au final, en fonction de l'angle choisi, on va être entre 2,4K pour 180 degrés. Et si on est beaucoup plus zoomé, on va avoir peut-être du 1080p. Ensuite, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que là, ici, j'ai effectué un cadrage qui est complètement dans l'axe de l'objectif. Et je vais avoir plus de détails dans l'axe de l'objectif que si je vais tourner ma caméra à la perpendiculaire de mes deux objectifs, puisque dans cette zone, je vais être complètement au bord de la lentille et je vais avoir des distorsions plus importantes. Et ensuite, je vais avoir l'assemblage. Si je veux le visualiser ici, je peux changer de mode d'assemblage. Je vois bien que mon assemblage, il s'effectue ici. Et ici, je vais avoir l'assemblage de mes deux images, l'image qui provient de la caméra avant et l'image qui provient de la caméra arrière. Cet assemblage peut créer quelquefois quelques défauts, mais aussi l'image d'origine dans cette zone va être de moins bonne qualité que l'image dans l'axe de la caméra. Donc selon le cadrage choisi, je peux avoir une perte de qualité et c'est pour compenser tout ça que le logiciel va appliquer un traitement assez poussé de la netteté qui va créer des artefacts à certains endroits. Lorsque je vais créer mes points clés, je vais avoir différentes options d'affichage, l'affichage par défaut, des affichages créatifs, l'affichage vue naturelle, et en fonction de l'affichage que je vais choisir, je vais avoir un angle plus ou moins important et une correction des distorsions plus ou moins importante. Ça aussi, ça va imposer à l'image une correction plus ou moins intense. Ici, en arrow, on voit bien que j'ai plus de détails du tout. Alors ici, on a toujours le fameux bruit que nous avons dans le ciel. On peut l'éliminer à l'exportation. Ici, j'ai une coche « Retirer le bruit ». Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Pixenlight pour d'autres vidéos sur la vidéo, sur DaVinci Resolve. Au revoir.